Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas pour parler que de tactique ou de stats. On va essayer de prendre le pouls de l'équipe du Sénégal, les Lions, juste avant leur huitième de finale contre le Soudan. On est vraiment à un moment clé là, tout peut basculer. Et pour ça, on a des sources assez intéressantes en fait. Tout vient de la même page du wisport.com du 2 janvier 2026. L'élément central, c'est l'interview de l'attaquant Iliman Ndiaye. Mais ce qui est passionnant, c'est de lire ça en regardant les autres titres autour. C'est un peu comme regarder une planète et son système solaire, tu vois. Ah, c'est exactement ça. Notre mission, c'est un peu de décrypter leur mentalité. On va essayer de voir ceux qui se cachent derrière les mots, ce mélange de confiance, de professionnalisme, et puis, de pression, quoi. Oui, cette pression qui doit être énorme. Et pour lancer la discussion, décortiquons ça. En surface, ce sont des déclarations de sportifs assez classiques, mais si on regarde de plus près, elles révèlent beaucoup sur la stratégie mentale de l'équipe. Absolument. Parce que honnêtement, ma première réaction en lisant Iliman Ndiaye qui dit «on est prêt» ou «on s'entraîne comme depuis le début», je me suis dit «ça sonne un peu langue de bois, non? Est-ce que c'est juste de la com?» C'est une très bonne question. Et on pourrait le croire parce que c'est vrai, souvent c'est du remplissage. Mais là, je pense que non. Ce n'est pas juste de la com. C'est une construction psychologique. Quand il insiste sur la routine, sur la continuité d'entraînement, Oui, c'est de l'événement pour lui retirer son côté angoissant, en fait. d'accord, donc c'est une technique de dédramatisation. C'est une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir à la pression. C'est ça. Et il le fait bien parce qu'il n'a pas l'air arrogant. Juste après, il enchaîne sur le respect de l'adversaire. Il dit «chaque match est difficile, chaque équipe joue avec sa manière». Il insiste sur le fait qu'il faut bien étudier le Soudan. Et là, on touche au grand professionnalisme. Le discours, ce n'est pas «on est les meilleurs, on va gagner», c'est plutôt «on connaît notre force». Et c'est justement pour ça qu'on va préparer ce match avec un sérieux total. La confiance, elle vient du travail, pas du statut. Et il y a cette phrase clé que tu as relevée. Oui. On reste concentré sur nous-mêmes. Ça, c'est la philosophie des équipes qui vont loin. Ils ignorent le bruit, les attentes, et ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Leur jeu, leur préparation. C'est presque du stoïcisme appliqué au foot, quoi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que juste après, le ton change un peu. Ça devient plus personnel. Il dit «j'ai encore beaucoup à apporter à l'équipe». Oui. Et il ajoute tout de suite «les joueurs et le coach me font confiance». Comment on interprète ça? Est-ce qu'il sent qu'il doit encore prouver des choses ou au contraire il est tellement en confiance qu'il est prêt à prendre plus de place? C'est une dualité super intéressante. En fait, je pense que c'est les deux. C'est l'expression d'une ambition personnelle, ce qui est sain. Il ne se contente pas d'être là. Mais, et c'est ça qui est crucial, il la connecte immédiatement au collectif. En parlant de la confiance du coach? Exactement. C'est cette confiance du groupe qui transforme une ambition qui pourrait être égoïste en une force pour l'équipe. Il ne dit pas « je veux marquer pour moi ». Il dit « on me fait confiance, donc je peux aider encore plus ». C'est le signe d'investir qui fonctionne bien. C'est vrai, un joueur qui se sent soutenu, il va tenter le dribble, la passe qui change tout. Un joueur qui doute, il va assurer, il ne prendra pas de risque. Donc cette petite phrase, elle nous dit que l'ambiance dans l'équipe est bonne. Et il boucle la boucle. Oui, il termine en disant «j'espère aider l'équipe à aller le plus loin possible». L'ego est vraiment au service de la mission. Tout à fait. Et c'est un point fondamental. Parce que si, à l'intérieur du groupe, tout a l'air calme et serein, À l'extérieur, c'est une autre histoire. c'est une tempête. Absolument. Et c'est là que le contexte est crucial. On a cette image d'une équipe qui construit sa bulle, sa forteresse mentale. Mais quand on regarde les autres titres de la page, Wii Sport, on réalise que cette bulle est au milieu d'un ouragan. Le contraste est saisissant, oui. Il y a un gros titre du même jour, Cannes 2025, Sénégal-Soudan, l'heure de vérité a sonné pour des lions qui doivent se lâcher. On ne peut pas être plus opposé dans le vocabulaire. C'est ça. Ndiaye parle de routine, de continuité. Le média, lui, parle d'heure de vérité, un langage de jugement dernier, tu vois. Oui, de rupture. D'un côté, on a un discours qui veut apaiser et de l'autre, un discours qui veut dramatiser. Et ce se lâcher, ça sous-entend qu'il se retenait avant. Ce n'est pas du tout ce que le joueur dit. Du coup, je me demande, est-ce que ce que Ndiaye et l'équipe font, ce n'est pas une sorte d'ignorance volontaire? Ils ne font pas que gérer la pression, ils agissent comme si elle n'existait pas, en se créant leur propre réalité.
C'est une excellente lecture. On pourrait appeler ça du déni stratégique. Ce n'est pas qu'ils sont inconscients, hein, non, loin de là. C'est qu'ils choisissent activement de ne pas laisser la pression devenir le sujet. C'est une discipline mentale énorme. C'est une bonne image, le déni stratégique. Pense à une start-up qui refuserait de regarder ses concurrents pour se focaliser à 100% sur son produit. C'est la même chose. Le produit du Sénégal, c'est leur performance. Et ils ne veulent pas être distraits par le bruit ambiant. Et ce déni est d'autant plus important qu'il y a de vraies raisons d'être un peu faire-un. Il y a un autre titre qui attire l'œil, une défense centrale expérimentale mais qui ne manque pas de bagages. Le mot expérimental en plein match à élimination directe, c'est un peu un drapeau rouge, non? Ah oui, clairement, ça signale une zone de fragilité potentielle. Et c'est là que la communication d'un attaquant comme Ndiaye prend tout son sens. Quand il y a une incertitude dans un secteur, la solidité affichée des autres doit compenser. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu de vase communicant psychologique, oui. La sérénité de l'attaque doit rassurer une défense qui peut-être manque un peu de repères. Le message, c'est « Ne vous inquiétez pas derrière, nous devant, on est sûr de notre force, on continue notre travail ». Ça me fait penser à l'équipe de France en 2018. Il y avait des incertitudes sur les latéraux et finalement ça a presque galvanisé le reste de l'équipe qui a surcompensé en rigueur. C'est un très bon parallèle. Cette défense expérimentale, ça peut être soit le talon d'Achille, soit le truc qui va renforcer l'esprit de corps. C'est le grand point d'interrogation. Et pour ajouter une couche de pression, il y a ce statut de favori, qui est confirmé par un adversaire en plus. Gernot Rohr, le coach du Bénin, qui dit « Le niveau du Sénégal est supérieur ». Ben voilà, un compliment comme ça d'un coach aussi respecté, c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. Un cadeau empoisonné, oui. D'un côté, ça renforce la confiance, ça valide ton travail. De l'autre, ça te colle une cible dans le dos. Ça crée une attente démesurée. Contre le Soudan, le Sénégal n'a plus le droit de juste gagner. Ils doivent gagner avec la manière, prouver qu'ils sont supérieurs. C'est ça, tout autre scénario serait vu comme un échec. Et cette attente-là, c'est le test ultime pour leur bulle. Est-ce que le déni stratégique est assez solide pour résister à un match où tout le monde, son feu, considère la victoire comme une formalité? Le discours de Ndiaye, c'est une tentative de répondre à cette question avant même qu'elle ne se pose sur le terrain. C'est de la préparation mentale en direct, en fait. Exactement. Donc si on résume, on a une tension qui est fascinante. À l'intérieur, une équipe sereine, presque chirurgicale, qui se protège du chaos en se réfugiant dans la routine. Et à l'extérieur, un environnement qui crie à l'urgence, qui parle d'heures de vérité, qui pointe les failles tout en exigeant une victoire écrasante. Le vrai match, ce n'est peut-être pas que Sénégal-Soudan. C'est l'équipe contre les attentes du monde extérieur. C'est ça. C'est la gestion de cet écartement permanent. Alors la grande idée qui ressort de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence au fond? Je pense que ça nous montre ce qu'est vraiment la force mentale. On dit souvent que le mental est important, mais c'est un peu flou. Ce qu'on voit ici, c'est que la compétence la plus cruciale, c'est peut-être le contrôle du narratif. Le contrôle de l'histoire qu'on se raconte. C'est ça. La meilleure équipe n'est pas seulement celle qui joue le mieux. C'est celle qui arrive à imposer son histoire interne. C'est un match comme un autre, face à l'histoire externe, beaucoup plus angoissante, du match de la vie ou de la mort. La victoire se joue d'abord dans cette bataille des récits. C'est être l'auteur de sa propre histoire, plutôt que d'en être un simple personnage. C'est une idée très forte. Mais juste pour laisser une dernière pensée, il y a un dernier titre sur la page qui m'a interpellé. Un tout petit article, presque une note de bas de page. Le titre, c'est « Boulaye Dia, l'oublié de Pape Thiaw ». Ah oui, les coulisses, ceux qui ne jouent pas. Exactement. On a beaucoup parlé de la psychologie des titulaires, de ceux qui sont sous les projecteurs. Mais un groupe, c'est 23 joueurs. Quelle est l'influence de la dynamique des remplaçants, de ces oubliés, sur l'état d'esprit général? C'est une excellente question. Est-ce que leur frustration est un poison lent qui peut miner le groupe? Ou est-ce que le staff arrive à transformer ça en saine émulation à l'entraînement pour pousser les titulaires à ne jamais se relâcher? Cette guerre psychologique silencieuse qui se joue loin des caméras, elle est peut-être tout aussi décisive pour aller au bout d'une compétition comme ça.